Bonjour, suite de notre campagne d'Adventures in Middle-earth, nous revenons gentiment à la Mirkwood Campaign avec ce bref scénario introductif, après quoi nous alternerons à nouveau avec le prologue que constitue la mini-campagne de Wildland Adventures. Si vous souhaitez remonter au début de la campagne, vous pouvez suivre le lien indiqué dans l'article sur le blog, et de même si vous voulez seulement revenir sur le précédent scénario, Mauvais Présage. La présente séance correspond à l'intégralité du deuxième scénario de Mirkwood Campaign intitulé The Folkmoot at Rosgobel, pages 14 à 17. A noter, je me suis référé pour la version française au supplément Ténèbres sur la forêt noire pour l'anneau unique, où le scénario original avait été traduit sous le titre L'Assemblée de Rosgobel, pages 13 à 17. Il y avait 5 joueurs qui incarnaient Agariel, une Dunedain, vagabonde chasseuse d'ombre niveau 4, Aldamar le Laconique, un homme des bois, protecteur frontalier niveau 4, Frédégar Sanglebuc, un hobbit de la comté, protecteur héros niveau 3, Jorin, un bardide, chasseur de trésors espion niveau 4, et enfin Narvi, un nain du mont solitaire, frère d'armes, maître d'armes niveau 4. Pour la musique, j'ai essentiellement utilisé, outre quelques compositions de Howard Shore pour la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, les bandes originales de divers jeux de la saga The Elder Scrolls, Morrowind, Oblivion, Skyrim et The Elder Scrolls Online. Les illustrations pour cette campagne sont en principe empruntées aux gammes de l'anneau unique d'Adventures in Middle-earth, mais cette fois j'en ai surtout chippé à l'excellent compte-rendu de campagne pour l'anneau unique, très détaillé, signé Ego, que vous trouverez sur le forum Casus No, vous en aurez le lien dans l'article. Pour ceux que ça intéresserait, vous trouverez également sur la chaîne l'enregistrement brut ou actual play de la séance, mais en voici donc le compte-rendu que j'en avais écrit. En 2948 du Troisième Âge. Après le jugement d'Odéric, Jorin est retourné à Dal où il a appris la mort de son père. Un bête accident, il a chuté dans un escalier. Jorin, qui ne s'en était jamais senti très proche, n'en était pas très affecté, mais en tant qu'aîné, il a dû s'occuper de pas mal d'affaires, même s'il apparaissait clairement qu'il ne comptait pas prendre la succession et demeurer dans la ville du roi Bard. Un de ses frères s'en occuperait bien mieux que lui. Ceci étant, Jorin a peu ou prou commencé à entretenir quelques liens encore ténus avec le roi de Dal, justement, en lui rapportant les événements qui se sont produits à l'ouest de l'Anduin. Walter le Sanguinaire, après tout, était un bardide et l'avait assuré qu'un jour il renverserait l'archer et régnerait sur sa ville. Bard s'est montré réceptif, il n'en a pas fait ouvertement état, mais il apprécierait sans doute que Jorin fasse office d'agent ou du moins d'informateur pour lui. Ce qui se passe de l'autre côté de la forêt noire l'intéresse grandement. Il a d'ailleurs envoyé un observateur à l'assemblée de Rosgobel, un jeune noble impétueux mais désireux d'apprendre, du nom de Leifstan, fils de Leiknir, un conseiller apprécié de Bard. Bard est un homme très occupé, y compris, ainsi que l'a découvert Jorin en rentrant à Dal, sur le plan sentimental. Tout le monde en ville discute inlassablement de cette princesse marchande du Dorwignon, une vraie beauté du nom d'Una, sous le charme de laquelle le roi est tombé. Et elle n'y est pas indifférente, elle qui a été sauvée des brigands par une escorte opportune dépêchée par le roi. Et tout le monde en ville en est convaincu, le rude Bard le tueur de dragons est amoureux, et il y a du mariage dans l'air. Aldamar, lui, est retourné auprès des siens à Rosgobel, leur offrant des produits de chasse fructueuse. Son chien Baran a fait beaucoup de progrès. Passant du temps sur place, il a un jour entreaperçu un bien curieux visiteur accueilli par Radagast, un vieil homme qui, à vrai dire, ressemblait par certains aspects au magicien. S'agirait-il d'un autre magicien? Aldamar avait toujours perçu Radagast comme quelqu'un de profondément unique. Le visiteur, vêtu d'une pèlerine grise, avait l'air plutôt sévère et inquiet, mais personne en ville n'a aucune idée de leur conversation, et ce Gandalf est parti comme il est arrivé. Certains à Rosgobel semblaient avoir une idée de qui il était au juste, mais il rechignait systématiquement à en parler. On a fait comprendre à Aldamar que cet homme-là était un oiseau de mauvais augure. Quand il se rend quelque part, les ennuis le suivent, à moins qu'il ne le précède. Frédégar, quant à lui, a passé beaucoup de temps à la maison de Béorn, mais aussi à l'auberge orientale, qui est visiblement sous la protection du changeur de peau. Maintenant qu'il a rencontré les animaux merveilleux de Béorn, le hobbit comprend sans peine que Shadrach a été donné aux frères d'Odinas et d'Inodas pour veiller sur eux. L'auberge se développe, devient assez prospère. D'autres voyages vers Brie et la comté et retour ont été organisés, mais Dinodas se lasse de son pays et sans doute y retournera-t-il définitivement dans quelque temps. Ce qui attriste Dodi et Frédégar, mais il doit bien faire avec. Dindi a été chamboulé par ses mésaventures dans les monts brumeux. Narvi a consacré tous ses efforts à l'ouest de la forêt noire à préparer l'assemblée de Rosgobel, en même temps qu'il faisait très méthodiquement du repérage sur la vieille route des nains à l'orée occidentale de la forêt noire. Il y a croisé régulièrement des nains, originaires aussi bien des montagnes bleues que des monts du Fer ou du mont solitaire. Un de ces voyageurs lui a d'ailleurs amené une récompense de poids pour ses exploits, dont Dain-Pied d'Acier vivant, un haubert des nains en provenance directe des Rébors. Surtout, Narvi a enfin retrouvé Beaufry, fils de Beaufur, lequel s'était vu confier officiellement par le roi Dain en personne la mission de restaurer la route.
Beaufry est un jeune nain et au fond assez proche en termes de caractère de Narvi. Il apparaît en tout cas clairement que tous deux sont possédés par l'envie de parcourir le monde et que la restauration de la route confine pour eux à l'obsession. Tous deux sont par ailleurs sérieux et méticuleux et parfaitement conscients que leur mission demandera des années pour être accomplie, mieux vaut s'armer de patience. Narvi perçoit cependant autre chose quand il évoque la guilde des bâtisseurs et sa réorientation. Beaufry est fier de ses attributions, et s'il est ravi que d'autres l'aident dans son travail, il ne se laissera pas déposséder de sa fonction, aussi se montre-t-il parfois un peu méfiant. Narvi n'a aucune envie de prendre la place de Beaufry et entend le rassurer à demi-mot à ce propos, mais il faudra prendre en compte ce préjugé par la suite pour que tout se passe au mieux. Agariel s'est attardé à la maison de Béorn et dans les environs, parcourant méthodiquement les lieux en quête de signes d'une présence orque. Elle s'en est entretenue par ailleurs avec d'autres hommes du Nord. Puis elle a franchi le haut col avant que la neige ne l'obstrue pour passer l'hiver à Foncombe. Elle s'est entretenue avec Elrond des événements à l'est des monts Brumeux, passant en revue la menace orque, la colline du tyran, le rôle de Béorn, etc. Elle a aussi passé du temps avec son fils, Estélion, toujours en apprentissage auprès d'un elfe érudit. Agariel aussi a eu vent des allées venues de Gandalf, de part et d'autre des monts Brumeux, mais contrairement à Aldamar, elle a pu croiser le magicien par le passé et avoir une vague idée au moins de qui il est. Il se murmure à Foncombe qu'il souhaiterait qu'un des grands dirigeants des peuples libres du Nord intègre le Conseil blanc, mais ce ne sont que des rumeurs et il est impossible d'en savoir davantage. Le printemps venu, Agariel est retournée dans les terres sauvages, et vers le milieu de l'été, elle se rend à Rosgobel pour l'assemblée, en compagnie de Fredegar et Narvi, tandis que Jorin y retourne par ses propres moyens. Eldamar s'y trouvant déjà. Tous les compagnons s'y retrouvent donc quelques jours avant que ne débute officiellement l'Assemblée des Hommes des Bois. Les participants et observateurs arrivent à la demeure de Radagast l'un après l'autre, au fil de plusieurs semaines. L'Assemblée ne débutera vraiment que quand tous seront présents. Elle attire bien du monde, au-delà des seuls participants et observateurs. Les marchands et les saltimbanques sont nombreux à avoir fait le déplacement, l'occasion paraît fructueuse, et Rosgobel a tout d'une foire depuis quelques jours déjà. Ce genre d'assemblée, dans son principe, n'est pas forcément exceptionnel. Régulièrement, les hommes des bois de Fort-Bois, Bourg-les-Bois, Rosgobel et Castelpic en tiennent de semblables, où sont discutées diverses affaires politiques et commerciales. Ce qui distingue plus particulièrement cette assemblée précisément, c'est que l'on savait depuis plusieurs mois désormais qu'il serait tranché des questions d'une ampleur inhabituelle, tout spécialement le désir de Serwyn le Généreux d'intégrer sa communauté de la Brèche Est dans le plus vaste ensemble des hommes des bois des terres sauvages. Ces assemblées tiennent à ce qu'il n'y a pas vraiment de chef chez les hommes des bois, et en tout cas pas de roi. C'est au peuple lui-même de gérer directement ses affaires ainsi que le veulent les traditions, qui se trouve dans la maison longue quand sont débattues les questions politiques et commerciales, a son mot à dire. Ou du moins est-ce le cas pour les hommes des bois. En l'espèce, l'Assemblée accueillera un certain nombre d'observateurs qui, en tant que tels, ne sont pas censés prendre part au vote, mais peuvent, s'ils y mettent les formes, en dire quelques mots. Cela vaut aussi pour les compagnons. Depuis qu'ils ont ramené Machelou, ils ont acquis la confiance des hommes des bois de la forêt noire, et leurs exploits ultérieurs, dûment colportés par les voyageurs, ont confirmé leur statut hors norme. S'ils choisissent de parler, on les écoutera. Pas de chef ici, donc. Maintenant, il est des hommes des bois qui bénéficient d'un certain prestige et qui de fait ont une position particulière. Et bien qu'on ne le formule certainement pas en ces termes, si les hommes des bois devaient avoir un roi, ce serait très certainement Ingomer, briseur de haches, de la maison de Fort-Bois. C'est un vieil homme charismatique, à l'esprit affûté, et encore un grand guerrier malgré le poids des ans. Il a toujours entretenu des liens serrés avec Rosgobel et Radagast. Il n'est donc pas un roi, et ne veut surtout pas le devenir. C'est à vrai dire une sorte de hantise. Mais il a conscience de ce que les hommes des bois le respectent, et il ne rechignera jamais à donner son avis quand on le lui demande. De manière tacite, tout le monde semble considérer que c'est à lui que revient la tâche de présider les débats. Outre Ingomer, d'autres hommes des bois bénéficient en raison de leurs compétences d'un statut particulier. Il en va ainsi notamment de Hartfast, fils de Hartmut, qui représente la maison de Castelpic. Les hommes des bois des monts Brumeux sont assez différents de ceux de la lisière de la forêt noire. Pour le coup, à Castelpic, Hartfast a bel et bien un statut de chef. La menace des raids gobelins rend cette fonction peu ou prou indispensable. Mais il n'est pas du genre à en abuser, et pas plus qu'Ingomer, il n'a d'ambition monarchique. Hartfast est un vieil homme lui aussi, mais très massif, très grand également, même au regard des normes des hommes du Nord. D'un abord un peu rugueux, il est très pragmatique, et en cela aussi, il se distingue des siens. Il faut aussi mentionner Fridwald de Coureur, de la maison de Bourg-les-Bois. Aldamar l'a maintes fois croisé, mais il en va de même pour Agariel. Il fait office de messager entre les différentes communautés de la forêt noire. Plus exactement, il envisage les hommes des bois de la lisière comme une seule, vaste communauté. Aussi ne se perçoit-il pas vraiment de lui-même comme un représentant de Bourg-les-Bois. Sage et diplomate, il est très apprécié de tous. Il est venu à Rosgobel en compagnie de son neveu Monderic, âgé d'une dizaine d'années.
On dit que Fredwald voudrait en faire son héritier, ou en tout cas un messager comme lui, mais le petit garçon a déjà la réputation d'un bon à rien qui ne s'intéresse pas à grand-chose. Radagast le Brun lui-même est présent, bien sûr. La coutume veut qu'on lui réserve un siège à chacune de ces assemblées des hommes des bois. Celle-ci se tenant à Rosgobel, dans sa demeure même, sa présence est jugée indispensable. Mais le magicien se montre distrait, et Aldamar sait notamment qu'il ne prend en principe jamais la parole lors de ces assemblées, préférant amuser les enfants avec des petits tours de magie ou des spectacles improvisés de souris savantes. Les hommes des bois ne s'en offusquent pas, cela fait partie du personnage, et Radagast aura toujours un siège parmi eux. Il faut aussi mentionner les observateurs. Parmi eux, il en est un, ou plutôt une, que tous les compagnons ont eu l'occasion de croiser. En effet, Beorn a dépêché Rosgobel pour le représenter à Villa des Trois Chênes, la jeune veuve d'Odon. Elle a fait la route avec Agariel, Frédégar et Narvi. Bofri, fils de Bofur, représente quant à lui les nains du Mont Solitaire. Leifstan, fils de Leiknir, enfin, est le délégué du roi Bard à Rosgobel et a fait la route avec Jorin. Il faut enfin mentionner parmi les personnages de marque deux individus qui ont des affaires importantes à traiter lors de cette assemblée. Et tout d'abord, c'est Éowyn le Généreux, dont les compagnons ont régulièrement entendu parler depuis un an environ. À mains égards, c'est précisément pour régler une question le concernant que la présente assemblée a lieu. En effet, Éowyn est le chef d'une communauté de la Brèche Est, et il plaide pour que ses compatriotes et lui intègrent la plus vaste communauté des Hommes des Bois, ce qui passerait par la reconnaissance officielle de sa maison. Éowyn est aux petits soins avec tout le monde et il est venu avec de nombreux cadeaux pour ses cousins de l'Ouest, faisant honneur à son surnom. Vin, pâtisseries, produits d'artisanat, un moyen comme un autre d'obtenir le soutien des Hommes des Bois. Mais Éowyn n'est pas le seul ici à désirer renforcer tout à la fois sa position et les liens entretenus par son peuple avec les Hommes des Bois. C'est aussi, quoique d'une manière un peu différente, le souhait d'une charismatique jeune femme qui a beaucoup attiré les regards depuis son arrivée à Rosgobel. Amaléoda, qui est originaire des Eaux Noires, une petite communauté au bord d'un lac à quelques dizaines de kilomètres à l'est de Rosgobel, en pleine forêt noire et à proximité du Goulet. Amaléoda est qualifiée par les siens de protectrice des Eaux Noires. Depuis que l'ombre a quitté la forêt noire méridionale, la communauté d'Amaléoda n'a cessé de s'agrandir et elle est devenue relativement prospère. Amaléoda est venue à Rosgobel pour obtenir de l'Assemblée la reconnaissance de Bourgeois Noir comme un établissement majeur des Hommes des Bois de la lisière ouest. Concrètement, elle demande l'autorisation d'édifier une maison longue chez elle, invitant qui le souhaite à intégrer la nouvelle communauté. Certains des compagnons connaissent quelques-uns de ces personnages marquants. Eldamar présente ses hommages à tous les principaux délégués des Hommes des Bois. Il connaissait relativement bien Fridwald. Ingomer un peu moins, mais sa réputation parle pour lui. Hardfast du lointain Castelpic était en revanche peu ou prou un inconnu. Donc il présente ses hommages à tous les principaux délégués des Hommes des Bois, ainsi qu'à Amaléoda. Il est favorable à la cause de cette dernière, ainsi qu'il le lui signifie, et elle apprécie le geste. Agariel, quant à elle, a notamment salué Fridwald, un collègue, d'une certaine manière. Ils discutent de l'ordre du jour et des personnages présents. Elle est notamment curieuse des opinions du coureur quant aux propositions de Éowyn et Amaléoda. Il ne dit pas tout, ces questions seront traitées en temps et en heure, mais il a toujours été favorable à l'idée d'une communauté étendue des Hommes des Bois. Aussi son vote n'a-t-il rien de mystérieux. Mais elle s'est aussi entretenue avec Avila. Elles avaient voyagé ensemble, mais la Dunden n'avait alors pas osé sonder les intentions de la représentante de Beorn. Une fois arrivée à Rosgobel, cependant, la rumeur publique a bientôt mis en évidence une dissension. Les Hommes des Bois, tout spécialement ceux de Castelpic, de l'autre côté de l'Anduin, renâclent à payer aux Béornides du vieux guet le péage qu'ils exigent, jugé excessif par les commerçants, régulièrement amenés à l'emprunter. Avila n'est pas vraiment en mesure de le renégocier, mais cette question suscite des tensions et il faudra bien la trancher un jour. Frédégar, qui s'ennuie un peu, se présente comme étant un observateur de la comté. Bon nombre des personnes présentes n'avaient jamais vu de Hobbit ni entendu parler de la comté, elles le prennent au mot. S'il est là, c'est qu'il doit avoir une bonne raison après tout. Mais son comportement n'a décidément rien de diplomate. Il se rend devant Ingomer et lui demande « Briseur de hache ? Vraiment ?» Le vieil homme des bois, interloqué par cet étrange petit homme, a un temps d'arrêt, puis « Oui. Vraiment. En mon temps, je ne suis plus très jeune. Vous n'avez pas froid aux yeux, mon gars, mais j'ai entendu parler de vous et j'aime ça. » Il doit s'abaisser pour adresser au Hobbit une vigoureuse tape sur l'épaule, amicale mais qui l'envoie presque bouler. Frédégar n'a en vérité aucun doute sur la force d'Ingomer. Narvi, quant à lui, passe l'essentiel de son temps avec Bofri et les autres nains, pour beaucoup des marchands. C'est ainsi qu'il prend conscience des besoins de Bourg-les-Bois, notamment en fer et en produits de l'artisanat nain. Cette question du coup ramène, elle aussi, au péage du vieux guet. Les nains de l'assistance, s'ils ne sont pas censés intervenir dans l'assemblée, sont d'accord avec les Hommes des Bois pour dire que les Béornides exigent un péage bien trop élevé qui nuit au commerce. Narvi et Bofri discutent d'une autre chose, car beaucoup des présents ont remarqué une singulière absence dans cette assemblée. Il n'y a pas le moindre représentant du royaume sylvestre.
Ça n'est pas vraiment une surprise, hein. De base, ces elfes sont passablement xénophobes et préfèrent le plus souvent ignorer les communautés humaines. En outre, les tensions ne manquent pas avec ces dernières. Les nains savent, de même que Durin et Lifstan, que certains bardides ont coupé du bois un peu trop près du palais de Thranduil au goût de ce dernier, et notamment des hêtres blancs que les elfes sylvains prisent particulièrement. Le royaume sylvestre associe probablement tous les hommes, mais si cette tension, qui n'a pour l'heure pas dégénéré non plus, en a rajouté, il était de toute façon très improbable que Thranduil daigne envoyer quelqu'un à Rosgobel. Pour Beaufry, ça n'est pas plus mal. Qui dit royaume sylvestre dit sentier des elfes, soit le principal concurrent de la vieille route de la forêt qu'il entend restaurer. Tout ce qui pourra faire de cette dernière une alternative préférable est bon à prendre. L'assemblée à proprement parler débute enfin. Le temps étant clément et comme il y a foule, on décide de procéder au débat dehors devant la maison longue plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci. Pour autant, les échanges n'ont rien d'anarchique, la coutume organise les discussions, et le cas échéant, Ingomer répartit le temps de parole de manière tacite et non autoritaire. Les premières questions évoquées sont celles d'ordre un peu secondaire, les récriminations des hommes des bois, notamment de ceux de Castelpic, concernant le péage du vieux guet, et à Villa-Sautet, elle n'est pas prise à partie directement, les besoins en fer et en étain de Bourg-les-Bois, etc. Tout ceci prend des heures et est passablement ennuyeux pour qui n'y a pas directement un intérêt, tout spécialement sans doute pour les compagnons Aldamar acceptés. Mais vient le moment de trancher des questions plus amples et complexes. C'est tout d'abord Amaléoda qui prend la parole afin de convaincre les participants de ce que Bourg-au-Noir devrait être reconnu comme un établissement majeur des hommes des bois dans la lisière ouest. Depuis que l'ombre a quitté la forêt noire méridionale, la petite communauté au bord du lac n'a cessé de s'agrandir. Tournée initialement vers la chasse et la pêche, elle devient relativement prospère, car la chasse est bonne et la pêche est bonne. L'agriculture n'y est pas encore très développée, mais sa part s'accroît petit à petit, et les récoltes sont prometteuses. Jadis, les brumes méphitiques en provenance du sud en faisaient un endroit rude, elle le concède volontiers, mais l'ombre a disparu et Bourg-au-Noir ne s'est jamais aussi bien porté. Tout ce qui manque à la petite communauté en plein essor, c'est une reconnaissance officielle de sa place au sein du peuple des hommes des bois. Amaléoda considère que le temps est venu. Elle s'est rendue à Rosgobel pour demander humblement cette reconnaissance. Concrètement, cela passerait par l'édification d'une maison longue et d'une enceinte assez large pour le bourg en expansion. Amaléoda, enthousiaste, invite tous les hommes des bois de bonne volonté à venir avec elle pour qu'ils construisent ensemble cette maison longue et s'installent éventuellement dans la région. Bourg-au-Noir deviendrait de la sorte un établissement conséquent en pleine forêt noire, proche de Rosgobel mais distinct, et tout le monde y gagnerait. Murmures et grognements d'approbation, hochements de tête aussi, semblent témoigner de ce que la cause d'Amaléoda a de bonnes chances de l'emporter lors du vote du lendemain. La jeune femme est charismatique, si parfois un peu timide. Elle est intelligente aussi, de toute évidence, et les principaux délégués ne dissimulent guère leur soutien. Il y a toutefois quelques voix dissonantes, mues par un sentiment xénophobe et casanier tristement commun. Il en est bien qui rechignent à étendre ce qu'ils jugent comme étant leurs privilèges à des étrangers, ce qui ne pourrait que diminuer la valeur des dits privilèges. Mais en l'espèce, ils sont clairement minoritaires. D'autres avancent que la proximité de Dol Guldur les inquiète. On dit que l'ombre est partie, et Amaléoda y insiste, mais ce point fait davantage mouche. Parmi les compagnons d'ailleurs, Agariel partage cette inquiétude. Elle a aussi en tête la colline du tyran toute proche des eaux noires, mais elle ne l'exprime pas. La communauté dans son ensemble demeure cependant favorable à la proposition de faire de Bourg-au-Noir un établissement des hommes des bois de premier plan. Puis c'est au tour de Séawin le généreux de plaider pour son peuple, à l'invitation d'Ingomer qui le présente comme un parent éloigné. La cause de Séawin est au fond assez proche de celle d'Amaléoda. Il rapporte, en termes choisis et d'une voix habile au discours, comment feu son père, ayant eu vent de la bataille des 5 armées, a traversé le goulet de la forêt, partant des basses vallées ouest de l'Anduin, pour s'installer avec les siens dans la brèche est, et comment cette communauté a prospéré depuis, récoltant les fruits de son rude travail. Mais il y manque bien quelque chose. Pour Séawin, que son peuple vive à l'est de la forêt noire ne change rien au fait que, culturellement, il se rattache aux hommes des bois. Il prend bien soin de montrer combien il respecte les coutumes de ses cousins occidentaux. Par exemple, il décrit abondamment comment il a érigé sa maison longue à l'ombre des arbres. Comme Amaléoda, il plaide donc humblement pour une reconnaissance officielle de son statut, en somme. Mais ses arguments ne sont pas que d'ordre culturel, il en a aussi de plus pragmatiques. Les terres sont bonnes dans la brèche est, très fertiles, et le commerce aisé avec Asgaroth et Dal, ou même Erebor, voire les monts du Fer ou le riche d'Orguignon, qui le fournit notamment en ses vins de qualité dont il a abreuvé l'assistance.
Tout le monde gagnerait à ce que la communauté de Séowyn intègre officiellement celle des Hommes des Bois. Les liens noués de part et d'autre de la forêt noire assureraient la stabilité et la prospérité de la région, ce qui ne pourrait que plaire aux Bardides comme aux Hommes du Lac ou encore aux Nains du Mont Solitaire et des Monts du Fer, deux précieux alliés parmi tous les peuples libres du Nord, dont la bonne entente doit être perpétuée pour que la grande victoire de la bataille des 5 armées ne demeure pas sans lendemain. Cela n'a rien d'un rêve inaccessible. Jadis, il y avait un grand royaume du Nord qui s'étendait sur les deux versants de la forêt. Certes, les hommes de Dal ou d'Esgaroth ont depuis développé une culture très distincte, là où Séowyn et les siens sont demeurés plus proches de ceux d'Alizère Ouest. Mais dans tous les cas, la bonne entente entre les peuples prime, et l'inclusion de sa communauté dans l'ensemble plus vaste des Hommes des Bois ne pourra qu'y contribuer de manière salutaire. Parce que Séowyn vient de loin, il ne suscite pas autant l'approbation qu'Amaléoda, même si ses paroles sont bien accueillies. Certains font état de cette distance qui les laisse perplexes, ce qui suscite une réaction de la part de Hardfast. Dans un grand éclat de rire et en se tapant le ventre de contentement, il rappelle à ceux qui ont la mémoire courte que sa propre communauté de Castelpic est en fait bien plus éloignée des établissements des Hommes des Bois de la Lisière Ouest que la Brèche Est, et en fait de bois sur les contreforts des monts brumeux. Or son peuple est associé aux Hommes des Bois, et cela ne pose aucun problème à personne, n'est-ce pas? En outre, Hardfast est sensible aux arguments les plus pragmatiques de Séowyn. Castelpic également prise le commerce et en sait la valeur. Il soutient sans l'ombre d'un doute la motion juste et bénéfique de Séowyn. L'intervention de Hardfast, pleine de bon sens, fait taire bon nombre de critiques. La cause de Séowyn semblait plutôt appréciée avant cela, mais ne l'est que davantage ensuite. Narvi, galvanisé par le rude bagout de Hardfast, prend la parole à son tour. Il tient un discours un peu confus sur ce qui fait les nains, qu'importe le lieu ou l'occupation, et se rassied bien vite, comprenant que son intervention a fait l'effet d'un cheveu sur la soupe et suscite quelques rires sous cape. Hardfast, avec un grand sourire, l'appuie. Il a raison, cet ami du Mont Solitaire. Ingomer hoche la tête, ce qui en dit long. Mais Narvi, rougissant, peut-être parce qu'il était aux aguets de réactions moqueuses, remarque alors quelque chose. Un petit oiseau s'est posé sur l'épaule de Radagast, et c'est comme si l'animal chuchotait quelque chose à l'oreille du magicien. Les traits de ce dernier se ferment, mais il ne dit pas un mot, puis l'oiseau s'envole à nouveau, on n'y a pas prêté attention. Mais se fait alors entendre le bruit d'un corps en provenance de la forêt au sud. Les rires cessent aussitôt, tout le monde redevient extrêmement sérieux. Certains se montrent même plus nerveux, dont la main se pose par réflexe sur leur hache ou leur épée au fourreau. Quelques petites minutes s'écoulent, puis un homme des bois arrive en courant de la porte du village. Une troupe arrive, une quinzaine de cavaliers en armure. Je sais pas qui, mais ils ont pas l'air d'être des hommes des bois. Ingomer, Hardfast, Friedwald et leur suite se lèvent, l'air inquiet, puis un autre guetteur prend le relais du premier. Ils disent être venus pour l'assemblée et veulent que je leur ouvre. Je fais quoi? Ingomer, suivi de tous, s'avance vers la porte. Les compagnons reconnaissent sans peine la mise des intrus qui se sont arrêtés devant la porte. Ce sont des guerriers de la colline du tyran, des serviteurs de Mogdred, à l'instar de ceux avec qui ils avaient eu maille à partir l'année précédente, la troupe emmenée par Dagmar, que fuyait Beran le Vigilant, l'agent de Radagast. Agariel en informe Avila à ses côtés, le mot passe jusqu'à Ingomer. 2 chevaux à l'arrière ploient sous la charge visiblement lourde de grands sacs qui pendent de part et d'autre de la selle. À la tête de la compagnie, un guerrier allié est vêtu d'une armure plus ouvragée que les autres, avec un aume en forme de dragon qui dissimule ses traits. Tout le monde est dans l'expectative. Ingomer s'avance enfin. Seuls les hommes des bois et leurs invités sont les bienvenus à l'assemblée. Vous n'en faites pas partie, qui que vous soyez. Mais le cavalier au casque en forme de dragon l'enlève alors et répond avec une certaine morgue. « Mais je suis un homme des bois. Par le sang. Tu ne me reconnais pas, Ingomer ?» Ce dernier interloqué ne répond pas. Je m'en doutais. Je suis ton propre fils, Ingold. C'est ainsi que tu m'appelais à l'époque, mais tu n'as pas fait tant d'efforts pour m'extirper des geôles du nécromancien. Le pauvre petit gamin que j'étais. Alors je me suis dit que je pouvais changer de vie et de nom. On m'appelle maintenant Mogdred, le seigneur de la colline du tyran. Je me suis établi là-bas après avoir langui des années dans l'esclavage, qui ne m'ont pas brisé. Maintenant je commande une troupe nombreuse, dont cette compagnie n'est qu'un mince aperçu. Oui, une troupe nombreuse, qui vous serait utile à vous autres. Il pointe du doigt à Maléoda. Toi, je te connais. Toi et les tiens, vous seriez morts depuis longtemps sans ma protection. S'adressant de nouveau à tous. Si vous ouvriez seulement les yeux, vous verriez que les ténèbres s'abattent de nouveau sur la forêt. Les orques rôdent en Pombaret, et il y a quelque chose à Dol-Guldur. Personne n'a osé interrompre le discours de Mogdred. Ingomer accuse visiblement le coup. Le fier guerrier se mue subitement en vieillard fragile, à l'esprit tourmenté, au point qu'il doit s'asseoir. Il a dû s'appuyer sur l'épaule de Hardfast pour ne pas s'effondrer au sol.
Ce coup de théâtre a secoué l'assemblée, mais les hommes des bois sont plus sceptiques et même méfiants qu'autre chose. Fredegar s'avance. Quelle preuve Mogdred a-t-il qu'il est bel et bien le fils d'Ingomer? Disparu à l'âge de 7 ans dans cette forêt, mais très inchangé, je n'ai certes rien sur moi qui atteste de ma paternité. Il se tourne vers son père. Mais regarde-moi, Ingomer. Regarde-moi et tu sauras que c'est la vérité. De fait, il y a bien quelque chose dans les traits de Mogdred qui peut rappeler Ingomer. Le silence plane, pesant. Puis, dans la foule, un homme des bois anonyme s'avance dont le ton est agressif. Bien, tu as fait ton apparition très théâtrale, tu nous as raconté de jolies histoires, mais que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu attends de cette assemblée que tu profanes? Mogdred descend de cheval en prenant son temps. Ce que j'attends de cette assemblée, au fond quelque chose de pas si différent de ce que vos invités, Amaléoda et Séawin, sont venus quémander. Ce que je veux, il balaie l'assemblée de sa main. Un siège au conseil des hommes des bois. Il pointe du doigt Amaléoda. Un tribut des eaux noires. Il ouvre les bras. Des femmes pour mes soldats. Il fixe Hardfast du regard, de l'or et du fer des montagnes. Personne n'ose répondre. Tout le monde, à vrai dire, est stupéfait. Amaléoda et Séawin se sont montrés humbles dans leur requête, mais Mogdred se comporte en pays conquis. Il ne demande pas, il exige. L'intrus en est visiblement conscient et cela l'amuse. Il s'avance lentement, un sourire au coin des lèvres. Il se plante enfin devant Séawin. Le voici, le généreux. Il a plaidé sa cause bien à l'avance, à grand renfort de présents et de pots de vin à proprement parler. Des babioles, du miel, la promesse de juste contrat avec Dal et le Dorwignon. Tout ça, c'est du vent. Mon offre est plus concrète. Mogdred adresse un signe aux cavaliers de l'arrière-garde. Ils descendent de cheval et ôtent les gros sacs pendant de part et d'autre de la selle, qu'ils traînent ensuite jusque devant Mogdred. Ils en défont les cordes et en déversent le contenu au pied du seigneur de la colline. Des têtes d'orques tranchées, plusieurs dizaines. La foule des hommes des bois, pourtant des guerriers stoïques, ne peut retenir l'expression de sa surprise à ce spectacle. Mogdred est visiblement satisfait de l'effet produit. Il reprend la parole. Qu'en dites-vous? Les hommes de la colline du tyran sont en mesure de vous protéger contre les orques qui infestent la forêt au sud. Car ils ont pris pour marais, et il y a toujours quelque chose à Dol Guldur. Vous avez le choix. Si vous accédez à mes demandes, nous serons les meilleurs amis du monde et les meilleurs alliés qui soient quand l'ombre frappera à nouveau, ce qu'elle ne manquera pas de faire. Et si vous refusez, ma foi, je m'en remettrai. Vous, ça n'est pas garanti. Mogdred se détourne alors de l'assemblée, retournant d'un pas nonchalant vers son cheval tandis que le silence persiste. Il monte en selle et s'adresse une dernière fois aux hommes des bois. Je sais que les votes auront lieu demain et je compte bien y assister. J'espère que vous saurez prendre la bonne décision. À demain, mes amis. Il tourne son cheval vers la sortie et ses hommes le suivent. Ils établissent un camp tout près mais hors les murs de Rosgobel. Tout le monde est stupéfait. Ingomer est très affaibli, sous le choc, incapable de mener les débats. Hardfast a tout naturellement pris le relais. Le seigneur de Castelpic annonce que l'assemblée est levée pour la journée et qu'elle reprendra le lendemain avec les votes. Narvi est nerveux. Il discute avec Fredegar. Il faut informer les hommes des bois de ce que les guerriers de la colline ont fait à Beran le Vigilant, s'ils ne le savent pas déjà. Mogdred ne peut pas s'en tirer comme ça. Il compte en parler déjà avec Radagast, mais le magicien s'est éclipsé discrètement et sa demeure est inaccessible. Son entrée est barrée par la végétation, signe manifeste de ce qu'il n'est là pour personne. Aldamar va interroger Fridval de Coureur. Il a du mal à croire que Mogdred pourrait être le fils disparu d'Ingomer et qu'il aurait pu quitter les cachots du nécromancien comme ça. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire de disparition? Sur ce dernier point, Fridval lui explique que le fils d'Ingomer a bel et bien disparu dans la forêt il y a des années de cela, une histoire que nombre d'hommes des bois connaissent. Ingomer l'a cherché en vain pendant des mois, mais il avait enfin trouvé des indices de ce qu'Ingold avait été enlevé par des orques. Il a dû se résoudre dans la douleur à admettre qu'il ne reverrait jamais son fils. Rien ne permet d'affirmer que Mogdred est bel et bien Ingold, mais Fridwald doit reconnaître que l'âge apparent du seigneur de la colline du tyran correspond, et qu'il y a bien quelque chose d'Ingomer dans les traits de Mogdred. Mais peut-être seulement l'effet après coup de ces explications. Mais Aldamar ne comprend pas comment Mogdred aurait pu fuir les geôles du nécromancien. Il le suspecte d'être bien plutôt un agent de l'ombre, oui. Mais là encore, Fridwald n'en est pas si sûr. On dit que l'ombre a été chassée de Dol Guldur à peu près au moment de la bataille des 5 armées. Il n'en sait guère plus, Radagast serait probablement plus au fait de ce qui s'est passé au juste, mais peut-être les prisonniers ont-ils alors eu l'occasion de quitter les lieux? Il n'en sait rien. Quoi qu'il en soit de tout cela, ce Mogdred a l'air d'être un sacré gaillard. Se ramener ici comme ça, avec cette arrogance,
J'ai pas spécialement envie de m'acoquiner avec lui, moi. Aldamar abonde dans son sens et lui raconte, avec Narvi et Agariel qui ont rejoint la conversation, ce qui est arrivé à Beran le Vigilant et leur rôle dans cette affaire. Mogdred leur paraît décidément très, très louche, et ses relations avec les orques plus suspectes que ce que toutes ces têtes tranchées laissent entendre. Fridwald ne sait pas qu'en penser. Le tas de têtes l'impressionne tout de même, et la nouvelle très grave de ce que les orques se sont installés à Pont-Marais. Il n'apprécie pas Mogdred, mais doit admettre à contre-cœur que ses arguments ne manquent pas de poids, tout spécialement au regard des us et coutumes des hommes des bois qui n'ont pas de roi ni d'armée permanente. Mais il y a autre chose. Les revendications de Mogdred interagissent avec celles d'Amaléoda et de Séawin. Si Mogdred tient la colline du tyran, on peut aussi bien considérer qu'il est le maître du goulet de la forêt. Dès lors, les relations avec la brèche Est dépendraient de son bon vouloir ou peu s'en faut. En outre, la colline du tyran est au fond très proche des eaux noires, à une centaine de kilomètres au plus. La communauté d'Amaléoda sera sous contrainte, qu'ils acceptent ou rejettent la proposition de Mogdred. Mais Agariel retourne cet argument. Si les hommes des bois vont dans le sens de Mogdred, ils seront tous sous sa contrainte d'ici quelques années. C'est ce que Fridwald tend à croire, oui. Les autres figures de l'assemblée sont incluses dans la conversation. Séowyn dit ne jamais avoir eu affaire à ce Mogdred. Amaléoda, si, en revanche. Elle confirme que les hommes de Mogdred sont régulièrement venus aux eaux noires pour exiger un tribut depuis quelque chose comme 2 ou 3 ans. Elle s'y est toujours opposée, en gonflant les muscles le cas échéant. Un affrontement était à craindre, mais pour l'heure ce refus de se plier à la volonté de Mogdred n'a jamais dégénéré en conflit armé. Amaléoda doute que cela continue éternellement ainsi. Elle ajoute aussi, tout spécialement quand Agariel s'interroge sur la fortune de Mogdred, qui dispose d'une forte troupe bien équipée et qu'il faut bien financer, que des clans d'hommes des bois au sud des eaux noires ont quant à eux choisi d'obéir aux exigences de la colline, lui versant un tribut conséquent. Le perspicace Frédégar comprend, seul de la compagnie, que c'est précisément la raison pour laquelle Amaléoda a choisi de présenter sa requête à l'Assemblée des Hommes des Bois. Elle avait besoin d'appui extérieur pour résister à Mogdred, même s'il n'en a jamais fait mention. Mais Agariel s'interroge. Si les orques infestent bel et bien la région, peut-on dire, comme Amaléoda l'a fait, que les choses vont mieux? La protectrice des eaux noires se brusque. Les choses vont mieux. Ne remettez pas ma parole en question. En tout cas, tout va bien aux eaux noires. Peut-être est-ce dû à la protection des filles de la rivière, je ne sais pas. Mais notre communauté prospère. Les brumes ont disparu, la menace du sud avec. Je n'ai pas vu un orque à proximité des eaux noires depuis des années. Agariel la croit. Mais elle interroge alors Séawyn quant à ce qu'il pourrait savoir, lui, d'une activité orque dans sa région. Il dit ne pas en connaître. La bataille des 5 armées a changé la donne, et c'est précisément la raison pour laquelle son père avait quitté la vallée de l'Anduin. Là-bas, oui, ils avaient maille à partir avec les orques. Ils descendaient sans cesse des monts brumeux pour lancer des raids. Hardfast en sait quelque chose. Mais depuis que Séawyn et les siens se sont installés dans la brèche Est, ils n'en ont jamais vu un seul. Et Narvi s'interroge, jouant même à l'avocat du diable face à Frédégar. Il n'aime pas Mogdred et ne lui fait pas confiance. Mais se le mettre à dos pourrait être problématique. Quelqu'un comme lui, peut-être vaut-il mieux l'avoir dans son camp que dans celui d'en face. Amaléoda ne fera pas la fière si elle doit subir à la fois les assauts des orques et de Mogdred. Et aussi agaçant soit ce dernier, il semble avoir fait la démonstration qu'il était tout disposé à combattre l'ombre s'il y a intérêt. Peut-être serait-il possible de négocier pour conclure un accord moins discourtois. Mais Agariel n'y croit pas. Il ment. En fait, la Dunedain tend à croire que Mogdred a déjà maille à partir avec l'ombre. Il lui fait penser à Valter le Sanguinaire, mais plus encore, en fait, aux trop nombreux hommes qui ont été corrompus par l'ombre pour avoir fréquenté ses geôles, et les histoires à leur propos sont tristement répandues. À supposer même qu'il soit sincère, Agariel est convaincu qu'il n'apportera que le mal aux hommes des bois, qu'ils le veuillent ou non. Elle convainc sans peine Jorin et même le perplexe Narvi. Aldamar, à ce propos, ne croit décidément pas aux portes de cachot qui s'ouvrent par magie, même s'il a conscience de ce qu'il s'est bien passé quelque chose à Dol Guldur il y a quelques années de cela. Agariel est curieuse du sentiment d'Avila. Elle ne fait pas confiance à Mogdred, elle non plus, et l'affaire lui rappelle à elle aussi Valter le Sanguinaire. En même temps, c'est un tueur d'orques, ces créatures qui ont tué son époux. La décision en la matière sera cruciale, plus encore que celle concernant Amaléoda et Séawyn. Elle ne s'attendait pas à quelque chose comme cela en venant en tant qu'observatrice dépêchée par Beorn. Elle n'a guère été formée à la diplomatie, et se retrouve un peu désemparée, comme à vrai dire bien des hommes des bois sans doute. Narvi, quant à lui, demanda à Beaufry ce qu'il en pense, notamment au regard de leur projet commun de restauration d'un verrou de la forêt. Mais Beaufry n'est pas très loquace et ne répond que par des banalités. Narvi, lui, s'étend sur le sujet, sur ce qui s'était passé avec Beran le Vigilant, mais son interlocuteur a la tête ailleurs. Et Frédégar et Agariel tentent d'en parler avec Ingomer. Le vieil homme est très affecté par ce coup de théâtre et sous la garde de Hardfast.
Agariel fait son rapport aux deux hommes des bois en présentant ses opinions personnelles. Hardfast préfère qu'on laisse Ingomer en paix et s'éloigne avec les compagnons. Il entend les craintes d'Agariel, mais le spectacle des têtes d'orques tranchées ne l'a pas laissé indifférent. Mais Agariel en a soupé de cet argument. Quel prix accordez-vous à ces têtes d'orques? Un prix en or, en femmes, en statues? Cela ne prouve rien. Aussi bien les serviteurs de la colline sont tout simplement tombés à 2 contre 1 sur une bande à maraude et se sont dit que cela servirait leur cause. Les traits de Hardfast se durcissent. Ma petite dame, vous me prenez de haut et ça me plaît pas. Je ne suis pas n'importe qui. Agariel en a bien conscience. C'est en fait pourquoi elle lui parle avec franchise, quitte à donner l'impression d'être irrespectueuse. Mais le seigneur de Castelpic n'en a pas fini. Des orques, Hardfast en a tué beaucoup, et il en tuera beaucoup d'autres. Il sait dès lors que cela n'est pas si facile, et que c'est précieux. Il n'aime pas Mogdred, et il n'est pas certain qu'il soit bien Ingold. Mais, quoi qu'en dise Agariel, il a bel et bien des arguments. Et peut-être surtout la question de Mogdred affecte directement les propositions d'Amaleoda et Séawin. Hardfast, une fois le vote tenu, pourra aussi bien s'en retourner à Castelpic, loin de tout cela, mais Amaleoda sera aux premières loges. Séawin aussi, même s'il ne s'en rend peut-être pas compte. Ça a l'air d'être un bon gars, mais sans doute un peu trop rêveur pour faire un bon chef. Mais c'est surtout le cas d'Amaleoda qui le préoccupe. Si l'Assemblée accepte l'offre de Mogdred, elle se retrouvera clairement inféodée à lui. Si elle la refuse, le tyran en puissance aura toutes les raisons de s'en prendre à la toute nouvelle communauté de bourreaux noirs. Les compagnons ont alors le sentiment d'avoir parlé à tous ceux qu'ils souhaitaient interroger. Le monde se retire pour la nuit, pour un certain nombre avec l'esprit tourmenté. Le lendemain, l'Assemblée se réunira à nouveau pour voter les différentes mentions. L'Assemblée se réunit à nouveau au matin. Radagast n'est pas sorti de sa chaumière. Mogdred et ses cavaliers sont de retour, mais les hommes des bois les tiennent un peu à l'écart et ils s'en accommodent semble-t-il assez bien. Leur présence est à vrai dire assez intimidante si l'idée d'un affrontement est hors de propos. Durant les premières heures, les questions mineures sont traitées, mais il y aura 3 votes majeurs à main levée sur les questions de plus ample importance. Les compagnons ont pu prendre la température du conseil sur ces divers sujets. Les hommes des bois sont très favorables à la proposition d'Amaleoda, plutôt favorables à celle de Séawin et plutôt défavorables à celle de Mogdred. Mais rien n'est encore dit et dans les 3 cas, de bons arguments peuvent faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Le premier vote porte donc sur la proposition d'Amaleoda de faire de Bourreau-Noir un établissement des hommes des bois de premier rang en y érigeant une maison longue. Plusieurs hommes des bois interviennent dans le sens d'Amaleoda, personne ne parle ouvertement contre elle, même si la menace de Mogdred pèse tacitement sur les échanges. Ingomer, qui s'est un peu repris, Hardfast, Friedwald, parmi d'autres, parlent tous en faveur d'Amaleoda. Le résultat du vote a l'air acquis, aussi les compagnons n'interviennent-ils pas. La proposition d'Amaleoda est effectivement adoptée. Elle pourra bâtir une maison longue à Bourreau-Noir, ériger une palissade aussi, et y accueillir les hommes des bois qui le souhaitent pour accroître le prospère domaine. Amaleoda est soulagée, mais pas autant qu'elle l'espérait en se rendant à Osgobel, car il lui faudra subir les conséquences du vote de l'Assemblée concernant l'offre de Mogdred. Le deuxième vote porte sur la proposition de Séawin le Généreux. L'Assemblée a l'air plus partagée. Les arguments favorables comme défavorables de la veille sont repris. Hardfast confirme son soutien et beaucoup sont prêts à le suivre. Mais, suite à l'intervention de Mogdred, de nouveaux arguments contradictoires apparaissent. Notamment s'il y a bien des orques en masse dans la forêt noire méridionale, tenter de commercer avec la brèche Est, tout spécialement via le goulet de la forêt, ne sera pas sans danger. Narvi décide d'intervenir cette fois. Il demande la parole dans les formes, on la lui accorde. Il prêche pour la paix et l'union des peuples libres du Nord, rappelant le souvenir de la bataille des 5 armées. Le commerce y jouera un rôle important, et si les hommes des bois veulent commercer avec la brèche Est, ils auront besoin d'une route. Ils savent dès lors qui pourrait s'en charger. Cependant, cette intervention ne change pas grand-chose aux inclinations de l'Assemblée. Fredegar prend le relais. Le Hobbit parle de la lointaine comté et de sa division en quartiers. Cependant, la comté fait bloc en cas de menace. Cet exemple pourrait inspirer les hommes des bois. Au départ, ils ne voyaient pas bien où cet étrange petit homme voulait en venir, et l'histoire de cette comté leur paraissait bien hermétique à eux qui n'en avaient jamais entendu parler. Mais au fur et à mesure qu'ils ont compris où il voulait en venir, ils se sont mis à adhérer aux propos du Hobbit, en même temps qu'à leur forme assez distrayante. Les paroles de Fredegar les touchent bien plus qu'ils ne le supposaient initialement, et font pencher un peu la balance en faveur de la proposition de Séawin. Le vote est tenu. La proposition de Séawin est adoptée à une assez large majorité. Les principaux délégués ont tous voté en sa faveur. Sa communauté de la brèche Est, qu'il décide de rebaptiser Bourg-Radieux, sera intégrée à la communauté plus vaste des hommes des bois. Certains feront avec lui le trajet depuis la lisière occidentale de la forêt noire pour établir des accords commerciaux. La question du passage régulier à travers le goulet de la forêt sera examinée en son temps. Reste une dernière motion à examiner, l'offre de Mogdred.
Amal et Seawin sont ravis de ce que l'Assemblée a tranché en leur faveur, mais ils savent, comme tout le monde ici, que le vote concernant Mogdred les concernera directement. L'arrivée théâtrale de Mogdred, sa morgue, le fait qu'il ait exigé un tribut plutôt que d'offrir humblement son alliance, sa tendance à considérer d'ores et déjà Bourreau Noir comme un domaine vassal, tout cela ne plaît guère aux hommes des bois. Mais plusieurs parlent pourtant en sa faveur. D'accord, il n'est pas très poli, mais n'est-il pas préférable de s'en faire un allié plutôt qu'un ennemi? Surtout si, comme il l'affirme, les hommes des bois ont déjà plus d'ennemis qu'ils ne le savent. Dire non à Mogdred relève un peu cyniquement certains, cela revient à faire passer une menace supplémentaire sur Bourreau Noir et sur Bourradieu. Par ailleurs, s'il est bien le fils d'Ingomer, eh bien, bon sang ne saurait mentir. Si Ingold a hérité des traits d'Ingomer, on aurait tout intérêt à l'accepter. Cet argument fait visiblement fulminer Ingomer lui-même. Et si les orques sont bien au sud, la colline du Tyran pourrait constituer un précieux tampon protégeant les établissements des hommes des bois plus au nord. L'assemblée est visiblement très partagée. Narvi se lève à nouveau et rapporte en détail ce qui est arrivé à Beran le Vigilant, le contenu de son rapport à Radagast et l'embuscade qui a été tendue aux compagnons par Dagmar. C'est plus qu'assez pour remettre en cause l'intégrité de Mogdred. On l'écoute avec attention. Mogdred fulmine, mais sait qu'il ne doit pas répondre sur le moment. Le discours dépassionné du nain, membre de la compagnie qui a ramené Machelou, convainc plusieurs hommes des bois. Puis Aldamar le laconique se lève. Conformément à son surnom, l'homme des bois n'est pas du genre à se livrer à de longs discours. Il parle rarement et peu, mais en l'espèce il parle bien. Mogdred ne cherche pas à intégrer la communauté des hommes des bois. Ce qu'il veut, c'est la soumettre. L'idée de famille, si importante pour le peuple d'Aldamar, ou le respect des coutumes, ne signifie rien pour Mogdred. Il n'est qu'un tyran et une brute cynique. Il n'est pas venu avec une offre, mais avec une menace. Il n'est pas un atout, mais un danger. Et Aldamar se rassied. Ces mots forts et directs, sans ambiguïté, portent. Les traditions comptent beaucoup pour les hommes des bois. Ceux qui penchaient en faveur de Mogdred le faisaient pour des raisons pragmatiques, mais le discours d'Aldamar les a ramenés aux valeurs de son peuple, et ils retirent en conséquence, non sans un vague sentiment de honte, leur soutien à Mogdred. Le vote a lieu, c'est le plus serré des trois, mais en définitive l'Assemblée rejette l'offre de Mogdred. On ne lui fait pas confiance, on n'a pas apprécié ses manières, on ne compte certainement pas soumettre le tout nouveau Bourreau Noir à un tribut de la colline du Tyran. Bourradieu de même ne lui sera pas soumis. Mogdred ne fait pas partie de la communauté des hommes des bois. Le silence plane quelque temps sur l'assemblée. Enfin Mogdred émet un soupir chargé de mépris et, sans un mot de plus, il remonte à cheval. Sa troupe quitte Rosgobel comme il y était venu et prend la direction de la colline du Tyran. Agariel félicite chaudement Algamar, mais elle quitte bien vite Rosgobel. Foncombe doit être informée de ce qui s'est produit lors de l'assemblée. Elle ne pourra pas franchir les monts brumeux elle-même, mais le message doit être transmis. Narvi s'étonne de ce que Bofri ne soit pas intervenu. Il a l'air un peu indécis. Il a quelque chose en tête visiblement, mais ne compte pas le partager avec Narvi. Bofri non plus ne s'attardera pas à Rosgobel, il prépare bientôt son pactage. Frédégard parlerait bien avec Radagast, mais le magicien est toujours inaccessible, calfeutré dans sa chaumière. Tous les compagnons ont conscience d'avoir assisté à un moment historique dont les répercussions se feront sentir sur des décennies, et ils y ont eu leur part. C'est tout pour l'assemblée de Rosgobel. À ceci près que vous pourrez également vous reporter au journal tenu par Narvi pour avoir son point de vue sur cette aventure et sur ce qui l'a entouré. Ça devrait apparaître sur la chaîne prochainement. Mais l'aventure se poursuivra bientôt avec un nouveau scénario, Ceux qui s'en vont, issu cette fois de Wildland Adventures. Alors, à suivre.